fait, c'est d'avoir la capacité, je crois qu'il faut une capacité d'émerveillement déjà. Et moi, je suis un positif de nature, je crois qu'un rien m'émerveille, je suis assez vite content. Et donc, ça rend heureux. Et puis, il faut s'intéresser aux gens, s'intéresser aux autres. Et avec le temps, si on analyse son stress, moi je souffre d'un stress cérébral. Et donc je dois faire une activité cérébrale pour me déstresser. Et c'est là que je suis venu au DJing et à ma passion pour l'électro. Et en fait, c'était une réponse naturelle à une gestion de stress. Le point commun ou la clé ou la chose à laquelle on se rattache, pour moi, c'est l'humain, en fait, finalement. On peut discuter, mais à la fin, on revient toujours à l'humain. J'ai qui en face de moi? C'est qui la personne à qui je donne ma confiance? C'est qui cette personne qui me donne sa confiance? Je prône la stratégie de la diversification et de la différenciation, mais il faut un des dénominateurs communs que je vois, c'est il faut être unique dans ce qu'on fait et aux yeux des gens. Salut Claude. Salut Maxime. Un grand plaisir de te recevoir dans le podcast In Progress. Je présente In Progress, c'est mon 8e ou 9e invité. J'ai nommé ce podcast In Progress justement parce qu'on parle d'entrepreneuriat, de progression, de toujours être en mouvement et voilà. Aujourd'hui, je commence toujours par présenter mes invités. J'essaie de le faire le plus succinctement possible, mais dans ton cas, il y a quand même quelque chose à dire. Alors, je me permets de commencer par te présenter. Claude Gremion, tu es donc avocat spécialisé en droit des affaires. Tu rejoins, je fais le CV complet et puis on regarde. Tu rejoins en 2004 les entreprises électriques fribourgeoises EEF comme avocat interne, puis tu diriges le service juridique dès 2005. Tu joues un rôle clé dans la fusion des EEF et ENSA et deviens en 2008 directeur conseiller et stratégique de la société groupé. Tu fais une belle carrière là-bas d'ailleurs. Entre 2010 et 2012, j'étais pas sûr des dates, tu deviens remplaçant de directeur général, pilotant des dossiers stratégiques et majeurs dont la création du groupe et Celsius SA, pour en citer qu'un. Tu fondes en 2016 l'étude Claude Gremion, conseillant dirigeants et corporations publiques avec une approche globale juridique. Quelques points clés: administrateur dans plusieurs entreprises bien connues du canton, je ne vais pas toutes les citer, intervenant HES Paris et Sciences Po, très attaché à tes racines, actif dans les fondations par exemple Pro-Gruyère et Châtel-Ducret de la ville, président actuel de la Chambre du commerce et de l'industrie du canton de Fribourg. Tu allies amour du droit à ton goût pour la stratégie et l'accompagnement des dirigeants. Thématique parfaite pour nous. Je finirai en disant que tu es un amoureux de la montagne et du surf. Et pour finir, papa de 4 enfants et jeune grand-papa. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, c'est bon. On pourrait dire non. Au moins, comme ça, on pose le cadre. Bon, ouais. Ça fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci, moi aussi. J'ai 1000 questions à te poser. La première, je vais commencer avec ce qu'on vient de se dire en off il y a quelques instants. Tu es ce qu'on appelle un ambivalent positif. Ouais. Tu as 1000 cordes à ton arc. Tu peux passer, comme tu me disais, de faire du surf ou du skate à rencontrer des dirigeants, etc. C'est quoi d'être un ambivalent positif? Alors, en fait, c'est d'avoir la capacité, je crois qu'il faut une capacité d'émerveillement déjà. Et moi, je suis un positif de nature. Je crois qu'un rien m'émerveille. Je suis assez vite content. Et donc, ça rend heureux. Et puis, il faut s'intéresser aux gens, s'intéresser aux autres. Puis moi, ça m'a amené à toujours faire du sport aussi avec mes enfants. J'allais avec eux au skatepark et du coup, j'ai jamais lâché le skate. Pour moi, le skate, c'est c'est presque un style de vie. Et effectivement, donc, dans cette ambivalence, à mettre des Vans aux pieds et le lendemain rencontrer un conseiller fédéral à Berne avec un costume cravate bien rangé, bien soigné. C'est ça, c'est de retrouver cette ouverture, cette maxi-ouverture entre j'ose pas te dire, mais il y a même pas un jour, j'étais en train de surfer. Et aujourd'hui, je suis devant toi, je suis de retour au travail. Enfin bref, c'est de trouver un équilibre dans des choses qui n'ont peut-être pas forcément à voir entre elles, mais qui, au fond, servent à déstresser. Parce qu'on a tous du stress. Ouais. Et puis, quand on souffre de stress, j'encourage les gens à étudier ce phénomène parce qu'on n'a pas tous la même réponse au stress. Il y en a qui doivent faire du sport.
Moi, je sais que ça rend foudrage ma femme. Et j'aime pas la peau de phoque. J'en fais avec elle, mais presque pour le plaisir d'elle. Et je gamberge. Ouais. Et je me suis rendu compte avec les années que le sport, comme du sport d'endurance, prenons l'exemple de la peau de phoque, ça me fait gamberger. Contrairement à un sport de raquette ou un autre sport. Et avec le temps, si on analyse son stress, moi je souffre d'un stress cérébral. Et donc je dois faire une activité cérébrale pour me déstresser. Et c'est là que je suis venu au DJing et à ma passion pour l'électro. Et en fait, c'était une réponse naturelle à une gestion de stress. Donc, on peut avoir du stress cérébral, viscéral ou physique. Et en fonction du type de stress dont on souffre, il y a des tests pour ça, on trouve la réponse. Souvent de manière innée, mais c'est sympa de voir ça. En ce qui me concerne, c'est le cérébral. Hyper intéressant. Par exemple, moi qui fais de la course à pied pour me vider la tête plutôt que pour faire du sport, moi j'ai remarqué qu'en étant seul dans ma pratique sportive ou dans ma pratique artistique, piano, musique, etc., justement, je peux me déstresser justement grâce à ça. Donc, c'est un peu ce que tu expliques. C'est un peu des activités un peu solo ou bien ça peut être vraiment tout type d'activité. Non, ça peut être en groupe. Mais il faut trouver la réponse. Il ne faut jamais se moquer des gens qui font des collections de je ne sais pas quoi. Parce qu'en réalité, c'est probablement la réponse qu'ils ont à leur stress. Les passionnés de bricolage ou les passionnés de jardinage, des fois, ça peut interroger. On se dit, mais moi, ça ne serait pas du tout... mon hobby, je ne comprends pas. Mais en réalité, c'est probablement leur réponse à eux au stress dont ils souffrent. Et Dieu sait si on souffre de stress de nos jours. Magnifique. Je passe tout de suite sur une question qui me brûlait les lèvres de te poser depuis quelques temps parce que tu as un parcours justement que je trouve riche, certainement riche d'enseignements parce que tu as connu autant l'indépendance que les grands groupes. Tu as côtoyé plein de dirigeants. Ma question, c'est est-ce qu'avec toute cette expérience, toutes ces années de rencontres, de partage que tu as eues, est-ce qu'il y a des visions systémiques ou une synthèse d'expérience, tu arrives à tirer de toutes ces rencontres quelque chose qui pourrait être des points communs à tous les entrepreneurs ou toutes les personnes qui dirigent des sociétés? Le point commun ou la clé ou la chose à laquelle on se rattache, pour moi, c'est l'humain, en fait, finalement. On peut discuter, mais à la fin, on revient toujours à l'humain. J'ai qui en face de moi? C'est qui la personne à qui je donne ma confiance? C'est qui cette personne qui me donne sa confiance? Et souvent, je me fais chahuter quand je dis, de toute façon, les organigrammes, vous oubliez dans les entreprises. On les fait parce que dans l'approche classique d'un organigramme, vous faites un organigramme, puis après, dans les cases, vous mettez des gens. Mais en réalité, c'est une vue de l'esprit. En réalité, c'est les gens qui créent l'organigramme. C'est vrai. En fonction de ce qu'ils sont. Et c'est là où finalement, c'est l'humain. C'est l'humain qui va faire que deux sociétés vont s'entendre ou deux sociétés ne vont pas s'entendre. Le seul exemple qui me vient à l'esprit, regardez le bazar qu'il y a maintenant avec un homme qui s'appelle Trump. Le bazar mondial. Voilà. Regardez, moi je suis épaté de voir la différence entre l'approche d'une personne et peut-être son prédécesseur, l'influence que ça a. Et l'accélération. Surtout, l'accélération et tout, c'est incroyable. Donc, dans les entreprises entre elles, dans les entreprises dans leur marché, pour moi, c'est l'humain. La deuxième chose, c'est peut-être le caractère de se rendre unique. Moi, je prône la stratégie de la diversification et de la différenciation. On dit souvent fais gaffe parce que c'est tout proche de dispersion. On ne peut pas se disperser, on peut se différencier, se diversifier. Mais il faut, un des dénominateurs communs que je vois, c'est qu'il faut être unique dans ce qu'on fait et aux yeux des gens. Si vous êtes unique aux yeux de quelqu'un, il vient vers vous. Il viendra faire du business avec vous. Si vous offrez ce que tout le monde offre, de la même manière que ce que tout le monde l'offre, ça va être plus compliqué. Et cette différenciation, la stratégie, pour moi, elle est claire. Alors, je l'ai appliquée pour moi parce que dans mon activité, elle est un peu particulière. Je suis avocat inscrit au barreau, mais je pratique quasiment pas. Je suis administrateur à peu près à 80%. J'ai une activité qui est un peu... qui est non conformiste par rapport aux avocats. J'ai une licence, un master d'HEC, en plus du master en droit, donc pas tout le monde a ces
cette approche aussi économique du métier. Enfin bref, j'ai essayé de me différencier pour, entre guillemets, être unique. En disant, ah ben lui, lui, il peut me donner, il peut m'apporter quelque chose. Et dernier point, c'est la valeur ajoutée. Ouais. Si vous n'amenez pas une valeur ajoutée, qu'est-ce que vous transformez, qu'est-ce que vous amenez. Ouais. Et ça me fait penser à ce qu'un grand dirigeant, un président d'un groupe de luxe disait, commençait une séance de direction, et il disait ceci, écoutez messieurs, mesdames, il y a 2 types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui prennent et il y a ceux qui donnent. Si vous êtes toujours dans le mode je prends, ok, à court terme ça marche, à moyen terme, très vite en fait, c'est foutu. Il faut savoir donner pour recevoir, enfin, c'est des préceptes un peu... oui, mais tellement juste. C'est banal de dire ça, mais voilà, il faut donner, et un jour on reçoit, et le fait d'entretenir des relations, on revient à l'humain, avec des gens à qui l'on donne, qui nous donnent, dont on reçoit, ils reçoivent de nous, à force, ça crée des liens, ça tisse des liens, et peut-être qu'aujourd'hui, on en a besoin de ces liens humains surtout entre nous, dans la situation où on ne sait pas où le monde va exactement. Oui, tout à fait. Hyper d'accord avec ce que tu dis, la création du réseau, la création de la mise en réseau, les discussions entre personnes. C'est vrai que c'est tout des... Je donnais l'exemple simplement de ce petit podcast qui est une initiative parce que moi, je suis passionné d'entrepreneuriat puis j'avais juste envie d'en parler. Juste cette manière-là, je vois les liens que ça crée, en fait. C'est tout simple. C'est des exemples qui sont vraiment basiques. Mais je pense qu'appliqué à toute société et tout type d'entrepreneur ou d'entreprise, effectivement, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, quoi. Tu parlais que ton temps était occupé à 80% par les conseils d'administration. Ouais. Alors, explique-nous à quoi sert un conseil d'administration dans une entreprise pour commencer de manière simple et puis après on creusera un peu. Ça va faire parler le juriste. Non, mais alors, les conseils d'administration, c'est l'organe dirigeant d'une société. Une société, c'est une personne morale, c'est-à-dire que ce n'est pas des personnes physiques. Comme toi et moi, on s'organise souvent en société. Je prends l'exemple de la SA, la société anonyme. L'organe dirigeant est un conseil d'administration. Notre tissu économique en Suisse, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas constitué de grandes entreprises. Il est constitué de PME, voire même de petites entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises où il y a 10 employés. Ouais. Et souvent, c'est des entreprises familiales ou des entreprises qui ont un seul propriétaire, mais qui sont quand même organisées en société. Elles doivent avoir un organe, c'est un conseil d'administration. Et moi, dans l'approche de la gouvernance qu'on fait aujourd'hui, c'est que ce conseil d'administration, il a une responsabilité et il a une immense richesse. Et les gens s'ouvrent à reconstituer leur gouvernance en appelant des gens dans les conseils d'administration et en demandant de faire partie de cet organe. Donc c'est ça, c'est l'organe dirigeant d'une société anonyme ou d'une SARL ou d'une société coopérative. Et avec le temps, avec la responsabilité qui est liée à ça, on a un devoir de diligence. C'est-à-dire qu'on doit travailler de manière consciencieuse, sur une base d'informations complètes, sans négligence, sans négliger les détails. Eh bien, sur cette base-là, on a une vraie gouvernance de l'entreprise qui peut l'amener au succès. Et les entreprises, aujourd'hui, on voit depuis quelques années, les petites entreprises commencent à s'ouvrir, commencent à s'équiper, entre guillemets, d'un conseil d'administration, avec des gens extérieurs, et pas simplement... papa, maman et les enfants autour de la table de la cuisine le dimanche. J'ai côtoyé une grande entreprise familiale en Suisse romande. J'ai visité leurs nouveaux locaux. Puis je dis, mais je demande au patron, mais elle est où la salle du conseil d'administration? Parce qu'il y a souvent une salle un peu dédiée à ça. Puis il me dit, c'est à la table de la cuisine le dimanche à midi. Alors oui, effectivement, c'est ça. Pour beaucoup d'entreprises, ça se gère, surtout les entreprises familiales. Mais ce n'est plus que ça aujourd'hui. Même des entreprises très familiales. Le grand exemple, c'est Firmenich, le fabricant d'essence de parfum, qui est une immense société de famille. Et elle a un conseil d'administration composé majoritairement de personnes externes. Et donc, on voit, les conseils commencent à prendre des externes. Et moi, avec mon activité, j'ai occupé ces postes, surtout dans des entreprises un peu parapubliques, donc privées, mais avec une propriété publique. C'est un peu aujourd'hui ce que je fais. Ok, très bien, très clair. La constitution
d'un conseil d'administration, il est souvent structuré par rapport justement aux talents ciblés et aux talents justement différenciants. Est-ce que là, toi, du coup, il y a évidemment l'aspect juridique, etc. Mais est-ce que justement, pour donner un conseil à une PME qui pourrait s'intéresser à ça, comment bien constituer? Est-ce que c'est par rôle? Est-ce que c'est par typologie de compétences? Alors souvent, vous prenez le cœur de métier de l'entreprise. Ouais. Et puis, vous constituez à peu près autour, s'il y a des compétences techniques, commerciales, marketing. Mais ce qui va faire le succès de votre conseil d'administration, en fait, c'est la diversité. Ce n'est que ça. Ouais. Après, il y a l'entente entre le dirigeant et le conseil. Mais un des facteurs, et c'est des études qui l'ont démontré, plus vous avez un conseil diversifié, plus vous êtes performant. Et dans la diversité, c'est là qu'il faut faire entrer le rôle de la femme. Ouais. La femme, le rôle du genre dans la diversité du conseil d'administration, c'est un gage de succès. Et les dames qui rentrent, les conseils d'administration où il y a des dames, ont souvent plus de succès. Alors, je vais le faire. C'est un terrain dangereux, mais parce qu'elles sont femmes, mais parce que c'est diversifié. Ouais. Et il faut cette diversité. Et moi, quand je suis arrivé aux EF à l'époque, à la table de la direction, il y a le conseil, mais je fais le même raisonnement pour la direction. Ils étaient 7 ou 9, c'était tous des ingénieurs en électricité, polytechniciens. Et c'est super. Mais si vous avez une monocouleur, c'est dangereux. Ouais. Donc la diversité, c'est le critère numéro 1. Parce que tu n'as qu'une vision, parce que tu as... Ouais. Donc, autant d'un point de vue compétences, tu disais par exemple communication marketing, typiquement, parce que moi je vois bien dans les PME, au final, nos clients, les problématiques qu'ils ont, c'est que ils doivent avoir 5 casquettes différentes entre quand on gère une PME, on doit gérer des RH, de l'admin, du marketing, de la com, gérer son métier, entre guillemets. Ouais. Donc là, effectivement, d'aussi un peu cadrer par rapport à ces champs d'action-là, c'est judicieux, entre guillemets. Ouais, okay. Ça permet aux dirigeants de lever la tête du guidon un peu. Ouais. La temporalité d'un conseil d'administration, c'est un peu plus lent. C'est un peu aussi la vision un peu que l'opérationnel du jour. Ouais. Et donc le conseil a plus le recul, le temps de prendre le recul et de poser les choses. Okay. Par rapport au dirigeant qui est dans l'opérationnel à fond, puis qui tous les jours est la tête dans le guidon et il oublie de regarder devant. Ok. Concrètement, à quel moment, par quel biais on doit passer pour constituer un conseil? Nous, on est une dizaine de personnes. C'est trop petit, du coup, je pense, pour avoir un conseil d'administration. Mais tu disais avant, les PME commencent à s'intéresser à ce mode de système-là. Concrètement, comment ça se passe pour la mise en place? Après, le conseil d'administration devient responsable de aussi la santé, je pense, de l'entreprise. Ouais. Ça peut se mettre en place avec, entre guillemets, des connaissances. Et puis, alors, souvent, ça se passe par les connaissances. Mais le critère déclencheur d'un dirigeant, et quelle que soit la taille, toi tu peux constituer un conseil d'administration dans ta taille d'entreprise. Oui, mais effectivement, c'est souvent soit un problème, où là, tout à coup, le dirigeant se dit « mais là j'ai un problème, je sais plus comment, j'ai pas de solution ». Des fois, c'est des problèmes informatiques, comment je vais intégrer l'intelligence artificielle, non mais là je suis paumé. Il y a l'effet de la solitude du dirigeant. Il est tout seul pour prendre ses décisions. Ouais. L'ex-patron de Coca-Cola, il disait « Attention, si vous êtes dirigeant, si vous mangez seul à midi, vous avez un problème. » Ouais, mais tu soulèves un gros point là. Il ne faut pas manger seul à midi. Il faut entretenir les relations, le réseau et tout. Et puis aujourd'hui, ça se passe par cooptation. On commence à voir des appels d'offres, des annonces, recherche, administrateur. Mais c'est encore... Aujourd'hui, le plus, c'est la cooptation. Ouais, ok. Alors, puis, pour devenir... Parce que souvent, les gens me disent, mais comment on fait pour devenir administrateur? Il n'y a pas d'école, mais il y a quand même des formations. Il faut se former. Ouais, d'accord. Pour comprendre le fonctionnement de base. Et puis après, il faut aimer plus la stratégie que l'opérationnel, on va dire ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, effectivement... Moi, je m'y suis beaucoup intéressé ces dernières années. Pour moi, avant, c'était vraiment quelque chose qui concernait uniquement les groupes à partir d'une centaine de personnes ou ce genre de choses. Donc, ce n'est pas le cas. Et puis effectivement,
ce que tu viens de nommer à l'instant, la solitude de l'entrepreneur, en fait, je trouve que c'est des thématiques qui sont hyper importantes parce qu'on a des mises en réseau, on a des organes qui nous permettent de nous réunir et tout ça, et pourtant, énormément d'entrepreneurs se sentent au four et au moulin, la tête dans le guidon, pris à la gorge. Enfin, c'est quand même des schémas, donc ça peut être une solution potentielle à résoudre ce type de problème-là. Ouais, ok. Ouais. Et après, il faut des gens qui parlent vrai, parce que le dirigeant, il a peut-être une idée, il va la confronter à ses collègues, et il faut oser dire non, écoute, là, après, il faut étayer pour qu'on trouve que c'est pas une bonne idée ou quelque chose. Mais il faut oser dire. Ça sert à rien d'aller dans un conseil d'administration pour valider tout ce que le propriétaire va dire. Ouais. Il faut avoir c'est le devoir qu'on a. De ton point de vue, d'un point de vue un peu plus global, on parlait avant des États-Unis, de ce qui se passe dans le monde, c'est quoi, de ton point de vue, les plus gros challenges actuels pour nos entreprises fribourgeoises et suisses plus largement? C'est la transition énergétique et la transition numérique ou digitale. Ouais. La transition énergétique, parce que de ça va quand même dépendre soit notre autonomie, soit la prospérité. Mm-hmm. Et la transition digitale, parce que ce qu'on voit aujourd'hui d'un point de vue numérique, j'ai l'impression que ça va très, très, très vite. Ouais, plus que vite. Et je crois qu'on n'est qu'au début de ce qui va très vite. Ah oui, ouais. Et là, je pense qu'on a un sacré défi. Et là, c'est une question un peu, comment dire ça? J'ai rencontré des entrepreneurs français, anglais, d'autres pays. Et puis, est-ce que cette sensation que la Suisse est un petit peu à la traîne des fois dans la mise en place de ces nouvelles technologies, ou est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une fausse croyance qu'on s'en fait? Je prends juste l'exemple, par exemple, de l'intelligence artificielle. Je discutais avec des Français, c'est toute une autre manière d'envisager la mise en place de... Ils testent des trucs dans tous les sens, etc. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est un peu... Enfin, ma question, c'est est-ce que la lenteur suisse, c'est une réalité ou pas du tout? Non, c'est une réalité, mais elle est positive. Ouais. Qu'on se comprenne bien. Elle vient déjà de notre ADN. La Confédération helvétique, c'est un ensemble de gens qui se mettent ensemble pour être plus forts. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose qui vient de la base. Et notre démocratie directe, elle fait que le peuple décide et ça prend plus de temps. Et nous faisons plus de temps pour décider. Ouais. Contrairement à d'autres pays où ça vient d'en haut, tac, tac, et puis après le peuple, il n'est pas content, il fait une révolution, comme la France. On voit bien la différence. C'est intéressant d'étudier l'ADN des peuples, parce que tous les peuples ont un ADN. Et je recommande à tout le monde d'aller une fois au Grütli, au Rütli, ou bien au Grütli, ça dépend si on est roman ou si on est suisse allemand, à la prairie du Grütli, et de lire le serment des confédérés. Ouais. C'est impressionnant. C'est un des plus beaux messages qu'on puisse lire, qui fait que des gens se mettent ensemble pour être plus forts, pour se soutenir, pour être solidaires. Et nous sommes des gens très solidaires. Ouais. Et ça, c'est vrai que d'un autre côté, pour décider un truc, on est un peu plus lent à se mettre en route que les autres, mais on n'est pas moins bête. Ouais. Mais voilà. Après, le grand développement, si je prends l'IA, tout le monde peut faire les malins, mais ça reste quand même l'apanage de quelques pays. Les Chinois, je pense, sont beaucoup plus en avance que ce qu'on pense. Oh oui, ouais. Par rapport aux États-Unis. Et donc, voilà, on ne sera peut-être jamais... ce n'est pas la Suisse qui va être le pionnier de l'IA, mais on a nos spécificités, on a nos compétences, et on va peut-être revenir sur l'innovation. C'est ce qui va nous permettre de nous en sortir aujourd'hui. Ouais. C'est cette capacité d'innover, et en innovant, je fais quelque chose d'unique. Et si je suis unique aux yeux des autres, vous avez beau être un petit pays, on va vous respecter. Et notre stabilité démocratique, elle fait envie aux autres maintenant. Quand on voit les débordements qu'il y a dans ces pays dits démocratiques, on dit, dis donc, la Suisse, le peuple, il a son mot à dire. Alors on vote sur des trucs... moi j'ai adoré la votation sur les camps des vaches, c'était magnifique. Ouais. C'était magnifique. Parce ça montre l'exemple parfait de ce qu'est la Suisse, quoi. Au-delà du détail des camps des vaches,
on avait une question fondamentale derrière, c'était quelle était notre approche par rapport au vivant. Et on revient à ce que tu as dit au début. Ouais. Exactement, et ça cache vraiment le fondement de notre humanisme en disant, finalement, les cornes des vaches, c'était un crouille détail dans le truc, mais qui cachait... On revient à ce que tu as dit avant. Fond. Tu as dit au tout début, le plus important, c'est les gens, c'est l'humain, et ça revient à se dire, vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, c'est vrai que c'est beau, en final. C'est un peu drôle quand on l'analyse comme ça de l'extérieur, mais c'est vrai que c'est un beau message, parce que c'est... quand on voit ce qui se passe à l'étranger, on peut dire qu'on a un vrai pouvoir chez nous. Et puis, je trouve hyper intéressant parce que tu viens d'expliquer un concept qu'avec d'autres invités, j'ai expliqué dans l'autre sens. Je parlais beaucoup que dans le canton de Fribourg, on avait beaucoup de chance d'avoir un bouche à oreille et un réseau très fort entre nous. Que quand on donne du travail à quelqu'un et puis qu'il fait du bon travail, on va continuer à lui donner du travail, puis que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et puis effectivement, quand je parlais avec des personnes de l'étranger, ils disaient, mais ça, chez nous, ça n'existe pas. Ouais. Si tu n'as pas le meilleur marketing ou la meilleure communication, le meilleur en-dedans, tu n'as pas ce contact humain à humain qui se crée aussi facilement. Voilà. Et notre capacité du consensus aussi. Ouais. Ça, c'est envié à l'étranger. Alors des fois, le consensus, le risque, c'est que ça amène au dénominateur commun le plus bas, ce qui fait qu'on est un peu lent à la détente. mais on a une forte capacité du consensus. C'est pour la Constitution fédérale de 1874, ils l'ont rédigée en 17 jours, dans les 3 langues. Si ça, c'est pas une preuve de capacité de consensus, il faut être fort. Ouais. Alors, on est un peuple, c'est dans notre ADN. En parlant d'une thématique qui nous concerne tous par rapport à ce que tu viens d'exprimer, l'innovation. Pour toi, l'innovation, c'est quoi aujourd'hui concrètement? C'est quoi être innovant quand on a une PME, une entreprise? On vient de l'exprimer, on disait l'innovation, c'est pas forcément des chamboulements, c'est pas... Non, l'innovation de rupture. Voilà, ça, c'est pas ça. Ouais. Non, l'innovation, en fait, déjà, ça s'apprend. C'est comme le leadership. Alors, il y a des gens qui sont plus innovants que d'autres, mais au fond, on peut s'apprendre. Et l'innovation, c'est la résolution d'un problème. J'ai beaucoup travaillé à l'époque avec Elmar Mock, un des co-inventeurs de la Swatch. Il disait ça. J'ai quelque chose qui gratte. Et chaque fois qu'on innove, en fait, on résout un problème. Ouais. Donc, on a un problème, tel qu'il... peu importe. Et pour résoudre ce problème, ce truc qui gratte, ce truc qui me gêne, ce truc qui m'embête, je vais innover. C'est ça l'innovation. C'est quasiment trouver une solution à un problème. Tout en considérant que ça peut être un petit problème. Dans le sens... Tout petit, mais oui. Quand on accompagne des fois des personnes, c'est ce qu'on disait, c'est que ça peut vraiment être juste un changement d'un processus ou d'un détail, mais qui va faire qu'au final, on a touché un petit quelque chose qui n'existait pas avant et qui va changer une direction. Et l'innovation qui me surprend le plus, je prends toujours cet exemple, c'est les valises et les roulettes sous les valises. On a vécu des années, les gens prenaient des valises, on portait des valises, c'était lourd et tout. Il est où le problème? Il est là. Alors, si je reviens à ma définition de l'innovation, j'ai un problème, j'ai un truc qui m'embête, c'est lourd de porter mes valises. Et un jour, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de mettre des roues, en plus c'est un peu des roues de skate, j'adore, des roues en uréthane. Et puis après, ils se sont dit, on va mettre encore une petite poignée télescopique. Et au lieu de traîner et de porter nos valises ou de les traîner, on les fait rouler. Voilà. Ça, c'est une innovation majeure. Elle est stupide en soi. Elle est bête. Mais qui, pourquoi? C'est souvent la question, mais pourquoi on n'a pas pensé plus tôt? C'est ça. Et souvent, je pense qu'il faut être confronté au problème pour du coup imaginer la solution. Très inspirant, hyper... c'est un vrai message parce que aussi de creuser un domaine, d'aller en profondeur dans quelque chose. Je ne sais pas si celui qui a créé les roulettes sous les valises, il était spécialiste de la valise avant ou pas, ou s'il en a trop porté dans les aéroports pour se casser le dos, mais c'est exactement ça. Tu parlais de la Suisse avant, de notre côté, mais il y a beaucoup de Suisses qui ont innové plein de choses.
Le scratch. Le scratch. Tout le monde sait que le velcro, ça vient d'un Suisse. Là, c'est la même chose. C'est comment faire tenir deux choses ensemble. J'ai pas de scotch, j'ai pas de ficelle, hop, le scratch. Ouais. Donc, on est sur des réflexes comme ça. Après, il faut que ça réponde à un besoin aussi. On a des innovations inutiles. Oui. C'est possible, l'art pour l'art. Mais en principe, si ça résout un problème, ça matche souvent avec le fait que ça va répondre à un besoin. Oui, tout à fait. Du plus grand nombre, c'est les grandes innovations, puis peut-être que de petits besoins ou de petits problèmes. Voilà. Petit marché. Petit marché, petite niche, ça va aussi. Ouais. Parfait. J'aimerais bien qu'on parle justement du côté de la création d'entreprises, des personnes qui se mettent à leur compte, des indépendants. Tu m'expliquais un peu en off aujourd'hui une fausse croyance que certaines personnes ont sur le fait de devenir indépendant. Comment tu vois aujourd'hui les personnes qui se mettent à leur compte? Est-ce qu'il y a eu des changements justement importants qui sont arrivés ces dernières années par rapport à ça? C'était un avis sur... L'attitude au travail, elle a changé. Et c'est vrai que je trouve que les jeunes... Alors maintenant, je ne sais plus si on doit dire génération X, Y, Z ou les milléniaux. Alpha ou bêta qui arrive. Voilà, on recommence l'alphabet au début. Mais les jeunes, ils ont ce goût du risque et ils ont moins le souci du père de famille où il faudra assurer le futur. On est beaucoup plus dans l'immédiateté. Oui. Et ça, souvent, ça fait que je prends le risque de me lancer et puis on verra bien. Ça, c'est très bien. Mais le problème de devenir indépendant, c'est que souvent, les gens ne se plaisent pas où ils sont. Donc, ils ne se plaisent pas à leur place de travail, ils n'aiment pas leur chef, et du coup, ils disent « Ah ben alors, je vais devenir indépendant ». Et ils croient devenir indépendant pour s'enlever ces contraintes qu'ils avaient. C'est une réaction, en fait. Et c'est plus une réaction qu'une vraie motivation fondamentale. Et du coup, je te disais, il faut devenir indépendant, créer son entreprise quand tout va bien. Ouais. Voilà. Comme ça, on le fait vraiment par choix. Par choix. Par envie et pas par réaction à et une puis situation négative. Par choix fondamental et pas pour quitter ou pour fuir quelque chose. Il faut faire très, très, très attention. Et puis après, il ne faut pas être amoureux de son idée. J'ai une idée, j'ai envie de devenir et je vais tomber amoureux de mon idée. Et là, je vais oublier de voir les vrais problèmes, de voir effectivement ce qui pourrait faire que mon idée de business, elle est peut-être pas si bonne que ça, ou il me faudra du temps pour la mettre en route. Plutôt devenir amoureux de son client ou de... Ouais, je sais pas. faut être très critique. Ouais. Et là, peut-être que l'aide des autres permet d'obtenir un regard des plus critiques sur ce qu'on a envie de faire. Très clair. Par rapport un peu à ton état d'esprit, est-ce qu'il y a dans toute l'expérience des gens que tu as rencontrés, est-ce que justement, tu as parlé avant de curiosité, tu as parlé avant d'essayer, de tester, est-ce qu'il y a des états d'esprit, un mindset général que tu as remarqué que les gens entreprenants ou que les entrepreneurs avaient ou qui se partageaient? Alors, ils sont curieux, ils sont humbles. Je m'intéresse beaucoup au biais cognitif. On pourra faire un podcast là-dessus. Il y a un biais cognitif qui fait que moins tu en sais sur un domaine, plus tu racontes n'importe quoi. En gros, on a des grands scientifiques qui ont une humilité parce que justement, ils savent toute la complexité de leur domaine et ça leur donne une humilité. Et donc, il faut rester très humble par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'on entreprend, parce qu'on ne sait pas tout. Et cette humilité-là, on la voit chez les gens qui réussissent. Ils ont ce respect, ils ont cette distance à prendre avec la réalité. On dit attention, tant que ça marche, mais je suis sûr de rien. Ouais. Il faut être confiant, il faut avoir le côté entrepreneur, bien sûr. Il faut rester très, très humble par rapport à ce qu'on fait. Je ne sais plus le nom de l'effet, mais c'est effectivement plus on prend en connaissance, plus on prend en compétence, moins on a l'impression d'en savoir. Ouais. Et du coup, ça crée un autre effet que je trouve qui est des fois difficile pour certains entrepreneurs. Par exemple, moi, par rapport à la communication et le marketing, ça fait 15 ans. J'ai de l'expérience, mais j'avais souvent l'impression
du coup, de ne pas oser forcément en parler ou pas forcément oser m'exprimer. Parce que je me compare toujours à la niche ultra ultime des gens incroyables dans le monde qui parlent de cette thématique. Mais en fait, on a une connaissance quand même qui est bien plus élevée que beaucoup de gens. Mais c'est vrai que c'est un effet qui est assez troublant, ça, qui peut faire un peu, des fois, perdre de confiance, ne pas oser forcément s'exprimer en public ou ne pas oser forcément en parler. Tu as des conseils par rapport à ça, dès qu'on a une vraie expertise? Il faut, c'est ce que tu dis. On a une expertise, donc on connaît un domaine, et donc on doit gérer la nuance. C'est très, très important. Les trucs à l'emporte-pièce, puis c'est tout ce domaine des fake news, des trucs de complotistes, des trucs voilà, comme ça à l'emporte-pièce, le jugement stéréotypé, le truc, ça, il faut s'en méfier. Et moins on est éduqué au sens, on a appris des choses à l'école, plus on est victime et plus on peut être victime de ça. Et donc, plus on a du savoir, c'est pour ça que la connaissance, elle est fondamentale. Elle permet d'avoir cette capacité de gérer la complexité. Aujourd'hui, je ne sais pas si on a l'impression que c'est plus complexe qu'avant, mais en tout cas, ça va plus vite. Les changements s'opèrent beaucoup plus vite. La seule constante, c'est le changement, comme on dit. Puis après, il faut avoir cette capacité de nuance. Voilà, il n'y a pas tout qui est blanc et noir. Il y a quand même du gris entre deux. Puis dans les gris, il faut être sensible à cette nuance. Si on n'est pas sensible à cette nuance, on loupe des trucs. Très clair. C'est quoi les apprentissages ou les leçons qui t'ont le plus marqué durant tout ton parcours? C'est l'échec. Le droit à l'erreur, l'échec. Aux États-Unis, ils ont une culture de l'échec qui est beaucoup plus... Aux États-Unis, si vous n'avez pas fait faillite une fois, on va douter de votre capacité d'être un vrai entrepreneur. Incroyable ça. Et moi, j'avais eu la chance de rencontrer Janet Baker, qui était l'inventeuse, la personne qui a inventé le premier logiciel de reconnaissance vocale, Dragon Dictation. Je ne sais pas si ça parlera aux gens qui écouteront ça. Dragon Dictation, c'était un tout premier, ça date des années 80. Elle et son mari, mais je pense qu'elle était le cerveau du truc. Aujourd'hui, ils ont été spoliés, ils ont tout perdu, ils ont fait faillite. Et puis, tous les travaux qu'ils ont faits, ils se sont fait racheter pour rien du tout. Puis, c'est devenu la base de tous les logiciels aujourd'hui de reconnaissance vocale. Ah ouais, d'accord. Janet Baker. Et elle était venue, à ce moment-là, j'étais à l'université à Boston, à Babson College. Elle était venue nous expliquer qu'on peut faire des trucs bien, puis on peut se planter. Puis je me suis fait spolier, puis avec une humilité, et finalement, c'est la vie. Incroyable. Et donc, l'erreur, elle a commis des erreurs. Le droit à l'erreur, c'est essentiel. On peut faire une erreur, et comme disait le père Hayek, on avait des discussions à l'époque avec Swatch Group, et puis il y avait monsieur Hayek senior qui était là, puis un de ses employés, un cadre, avait fait une connerie, la boulette, trompé sur un truc. Et il a dit, c'est quoi? C'est faux, parce que monsieur Hayek avait cette capacité d'avoir toujours un coup d'avance dans le raisonnement. Ces gens, il y a des gens comme ça, ils ont déjà le next step, le raisonnement suivant en tête, quand nous, on est encore au raisonnement d'avant. Il avait appelé la personne, et puis moi, je me suis dit, alors celui-là, il va se faire virer sur le champ, Et en plus, en public, c'est horrible. Se faire humilier, se faire humilier devant des autres. Et en fait, il l'a pris, écoutez, vous êtes trompé là. Il attendait qu'on reconnaisse l'erreur. Le gars, il a dit, oui, je me suis trompé. Et après, le père Hayek, il a dit un truc qui m'a marqué comme ça. Et la personne est partie, puis il a dit, voyez, ici, on a le droit de se tromper. Mais on se trompe qu'une fois. Et ça, j'ai beaucoup aimé. On va tous faire des erreurs, on commet des erreurs, mais s'il vous plaît, on ne la fait pas deux fois. L'erreur est une source d'apprentissage, et cette source d'apprentissage fait qu'on ne va pas la reconnaître. L'exemple vraiment parlant qui me vient quand tu parles de ça, alors bon, il est très décrié ces temps, mais c'est quand même Tesla qui envoie, Elon Musk qui envoie 15 fusées qui explosent avant d'en passer une qui passe dans l'espace.
comparaison au programme européen qui attendent 20 ans que la fusée elle soit parfaite picobello pour en envoyer une tous les 20 ans. Donc c'est aussi il y a un côté très on teste, on échoue, on teste, on échoue, on teste, on échoue. Et il y a un côté très il faut que tout soit parfait, poliché et puis on verra si ça passe. Donc mais c'est le learning by doing, quoi. Learning, exactement. Ouais. Mais il a raison. Et surtout, ce qu'il a amené dans l'aérospatiale, ce qui est intéressant, c'est la capacité de récupérer. Donc, le fait de récupérer le lanceur, ça, c'est un truc incroyable. Et ça, comment dire ça pour pas dire que c'est un fonctionnaire, mais seul un entrepreneur a pu avoir un tel raisonnement, plutôt qu'on va dire un scientifique axé sur la perfection du truc et donc pas forcément réutilisable, enfin j'en sais rien, mais ça c'est une prouesse incroyable. Incroyable. Et moi je repensais à ça quand j'étais gamin, je me disais mais je voyais des hommes qui volaient dans Star Wars avec les jetpacks. Je me disais, mais bon, c'est de la science-fiction, jamais de ma vie on verra ça. Et puis aujourd'hui, on y est. Avec les drones, avec ces hommes volants, avec... la folie. À Dubaï, on a vu des taxis volants. Enfin, il y a des trucs... ça existe, c'est fou, quoi. Puis ces fusées, effectivement, qui reviennent à l'envers. Alors après, il y a tout un lot de complexité maintenant qui est en train d'accélérer, en train d'arriver, qui est le contrôle de l'espace, le contrôle... Enfin, là, il a annoncé dernièrement, avec ses satellites, que du coup, il allait pouvoir donner, entre guillemets, de la 5G plus ou moins partout où il veut sur Terre. Ça amène à coup des marchés incroyables. Mais c'est vrai que de faire réatterrir ces fusées à l'envers, je pense que personne n'aurait pu croire. Enfin, et même, en fait, quand on le voit, c'est impressionnant aussi. C'est des choses expérimentées qui sont assez folles. Ouais. Et ça fait penser au fait aussi que les choses vont très vite. Ouais. Et tu as cité Tesla, je pensais que tu allais venir là-dessus. À quelle vitesse j'ai vu des gens en baba devant leur Tesla il y a 2 mois ou 3 mois. Plus trop maintenant. Et aujourd'hui, plus trop. Et en fait, à quelle vitesse les choses changent. Et un produit peut devenir... alors qu'il n'a pas changé. Hein. Tu prends une Tesla d'il y a 3 mois ou une Tesla d'aujourd'hui, elle est plus ou moins identique. Comment le produit, tout à coup, peut subir des pertes pareilles? Tout ça parce que... l'image du dirigeant et l'exemplarité ou je sais pas mais c'est ça, les actions du dirigeant sont juste incroyables. C'est hyper intéressant parce que c'est un sujet justement qu'on analyse nous puis que j'étudie aussi beaucoup. C'est Elon Musk, c'est une des premières marques mondiales à avoir un dirigeant qui est plus connu presque que sa marque. Tu vois, le dirigeant de Coca-Cola, on connaît pas trop, tu vois. Et du coup, là, ce qui se passe en politique, évidemment, impacte plus que, à cause, encore une fois, que d'une seule personne, l'ensemble d'une société. Et c'est un parallèle qu'on est en train de voir avec, justement, ces entrepreneurs qui, justement, prennent de plus en plus de la place sur l'espace public. Mark Zuckerberg de Facebook, Meta, est en train, justement, aussi d'inverser le fait qu'on va connaître bientôt plus lui. Puis on le voit avec ces shows où ils présentent leurs nouvelles lunettes, leurs nouveaux casques et tout ça. Et c'est une tendance qui est hyper importante, mais du coup qui peut être destructrice quand l'opinion publique ne te suit pas et puis que derrière, puis là c'est des chutes. Je me réjouis de voir là, parce que Musk est plus connu que sa marque, mais Trump aussi en fait. Bien sûr. Trump comme personnage, et il est plus connu. Donc quand tu mets 2 mâles alpha, parce que des comme ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, tu les mets ensemble, moi je me demande comment la lune de... Enfin, quelle est la durée de la lune de miel? Ouais. Non, et il y a des scènes qui ont été filmées qui, pour moi, ne pouvaient être vues que dans les Simpsons, quoi, dans le sens qu'il y a des scènes actuelles qu'on voit que c'est un théâtre à ciel ouvert, quoi. Mais c'est pas l'essentiel, on focalise là-dessus. Tout à fait. Même nous, on se fait prendre au piège là-dessus. C'est vrai. C'est pas l'essentiel, mais ça montre que sur le produit, jamais rien n'est acquis. Et ça revient à l'humilité. Oui. Vous avez un bon produit, vous avez un bon service. Qu'est-ce qui fait qu'il va durer dans la durée ou pas? Et ça, c'est un truc qu'il faut travailler tous les jours, quoi. Ouais. Tout comme ne pas décider, c'est aussi décider. Faire attention, souvent les gens, ils ont peur de prendre des décisions et du coup, ils ne prennent pas. Mais ne pas prendre une décision est parfois plus dangereux que d'en prendre une qui pourrait s'avérer être pas si optimale après. Ouais, tout à fait. Donc attention, le biais du statu quo et peut être dangereux en entrepreneuriat. Ouais. C'est quoi le ou les 2 meilleurs conseils que tu pourrais donner à justement un entrepreneur aujourd'hui qui...
entreprendre, c'est quand même un parcours du combattant, qu'on le veuille ou non. Il y a des bons et des moins bons moments. Quels seraient les états d'esprit ou les attitudes, justement? Est-ce que c'est justement s'entourer de bons conseillers? Est-ce que c'est... quelles sont pour toi les clés d'une... comment dire ça? Pas forcément d'avoir une entreprise stable et tout ça, parce qu'on veut toujours qu'elle évolue, qu'elle bouge, qu'elle soit en mouvement, mais justement de réussir à faire la part des choses et puis de pouvoir entreprendre le plus sereinement possible, on va dire. Ouais, il y a beaucoup de choses, mais le premier, on va dire, d'un point de vue philosophique, c'était le slogan quand j'étais à HEC à Paris, c'est apprendre à oser. Mm-hmm. Donc, la première partie, c'est apprendre. Mm-hmm. Je pense quand même qu'il faut avoir quelques bases, on va dire générales en finance. Il faut comprendre comment un peu ça marche. Il faut apprendre. Tout qui est inné, tout aller à l'intuition, je ne suis pas fan. Apprendre à oser, après, il faut oser. Et là, quand on ose, il faut oser, mais sur une base solide, une base d'apprentissage solide qui va évoluer, mais au moins on a une base pour apprendre à oser et oser. Une fois qu'on a osé, il faut être patient, il faut croire, il faut avoir cette confiance et cette foi, mais pas l'aveuglement. Enfin, c'est toujours c'est yin et yang, hein, c'est un équilibre entre des sentiments très controversés. Et puis, savoir s'entourer et puis savoir admettre qu'on est faux. C'est ne pas tomber amoureux de son idée. Ça revient à ça. C'est d'avoir cet esprit critique. Seul l'esprit critique nous sauve. Ce qu'on perd aujourd'hui d'une manière générale. Mais avec un esprit critique, on a cette capacité de ne pas aller dans le mur. Et des fois, cette sensation de tête dans le guidon nous fait perdre cet esprit critique. Des fois, la meilleure solution, c'est justement de prendre du recul ou de prendre 3-4 jours à la montagne. Voilà. Et puis, dernier conseil, c'était Jay Annan, qui était prof d'innovation à Babson College. Il disait, je vous dis qu'un truc, start small, commence petit. Voilà. On a une idée, on a un truc, on commence petit. On ne commence pas par engager 10 personnes. Parce qu'on se met en place des coûts fixes, etc. On commence petit, quitte à être un peu homme orchestre, mais il faut commencer petit. Et quand c'est comme la mayonnaise, c'est 2-3 petites gouttes d'huile qui fait que tout à coup, tchac, ça prend. Puis après, tu peux mettre la dose, mais au début... Il faut apprendre à la faire. Il faut start small. Très juste. C'est très, très... rien à dire, très inspirant. Je trouve ce que tu dis, start small, c'est hyper important parce que, encore une fois, je prends mon expérience à moi. J'ai eu envie, il y a quelques années, d'aller dans plein de services parce qu'il fallait être sur tous les fronts, il fallait être partout. Puis en fait, l'année dernière, on est passé de 8 services à 4. Et ça a été la meilleure décision qu'on pouvait prendre. Mais j'avais une sensation on va perdre des parts de marché, on va se louper, tout ça. Mais en fait, le fait de réduire et puis d'être plutôt juste, bien aligné à ce qu'on fait et puis qu'on maîtrise ce qu'on fait, c'est game changer, quoi, C'est la dispersion que je parlais au début. Ouais. Magnifique. Comment se porte notre économie fribourgeoise? Comment se portent nos entreprises, est-ce qu'aussi donc là je vais aussi venir un petit peu sur ton rôle à la CCIF. Est-ce que tu as une analyse par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre canton, en Suisse et dans le monde? Alors oui, on a des données, c'est toujours délicat. Mais l'économie se porte assez bien, mais on sent les difficultés arriver. Mais pour l'instant, ça se porte bien. Alors pour essayer de synthétiser, toute l'économie d'exportation, alors maintenant il y a le souci avec ce que Trump va faire pour ceux qui dépendent beaucoup des États-Unis. Et surtout pour ceux qui dépendent du franc fort, c'est terrible. Donc le franc fort stabilise beaucoup notre économie, mais pour ceux qui font de l'exportation, c'est quand même compliqué. Il faut bien gérer le change et puis en espérant que notre produit et qu'un franc fort restent attractifs à l'étranger. Après,
nous, on dépend beaucoup de l'Allemagne, la Suisse. Notre principal client, c'est l'Europe. Donc, il faut arrêter de penser qu'on peut faire sans l'Europe. On est géographiquement au milieu de l'Europe. C'est notre partenaire principal économique qu'il faut travailler avec. Trouver les meilleurs accords bilatéraux qu'on peut, mais il faut travailler avec. Et nous, on dépend beaucoup de l'Allemagne. Et si l'Allemagne est au ralenti, comme c'est le cas maintenant, l'industrie des machines, nous, on est aussi au ralenti. Donc, on a le facteur du franc fort, l'espèce d'imprévisibilité de l'Amérique. Les Chinois, on ne sait pas trop. Voilà, l'instabilité mondiale, une Allemagne qui est quand même un peu en récession, fait qu'on se pose des questions. Mais l'économie va bien, parce qu'il n'y a pas d'inflation. Les taux d'intérêt ont encore baissé, donc le coût de l'argent est encore bon marché. Donc on peut encore avoir une activité, et ça, c'est un bon signal. C'est un signal qui a un peu de ralenti, mais ça tourne. On est encore, le vélo, il tourne encore. On n'est pas en récession. Mais voilà, il y a des signaux quand même. Il y a quand même des signaux, donc il faut faire gaffe. Je dirais l'économie fribourgeoise, dans la construction, ça va bien. Mais là aussi, on verra, l'aménagement du territoire pose d'énormes problèmes de planification. On attend des permis de construire, des planifications. Il y a des entreprises qui ont du travail, mais qui est bloqué dans des procédures. Là, il y a quand même des questions à se poser sur notre aménagement du territoire. Et puis, le reste, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Les grands groupes s'en tirent assez bien. Donc, je dirais, voilà, on a une économie. Attention par rapport à ce qui peut arriver. Mais pour l'instant, ça pourrait être pire. Et on a une résilience qui est quand même assez incroyable. Et on a des entreprises qui vendent des produits uniques. Et donc, quelle que soit la situation du marché, ils continuent à vendre leurs produits. On a quelques pépites dans le canton. Ouais, c'est vrai. Et ça, notre capacité d'innovation fait que ces entreprises-là arrivent à passer sur ces vagues de déstabilisation parce que leur produit est demandé. Ouais. Magnifique. On arrive déjà à la fin de ce podcast. Je tiens toujours à terminer par à peu près la même question. Alors, elle est vraiment personnelle. Ça peut être, c'est vraiment en fait quelque chose qui te vient du cœur, quelque chose que tu aimerais transmettre. Alors que ce soit aux entrepreneurs, aux entreprises ou à qui tu veux, quelque chose vraiment, un message que toi tu aimerais partager pour terminer le podcast aujourd'hui. Pour terminer sur une touche d'optimisme, je pense que tout ce qu'on vit actuellement dans le monde, qui est tragique, enfin, ce qu'on voit, ce qui se passe, on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe en Israël, sur la bande de Gaza, c'est absolument terrible. Ce qui se passe en termes de politique américaine, sur le front ukrainien, la Russie, c'est vraiment à se poser des questions. On évoquait, il y a quelques jours, on évoque le mot guerre mondiale. Je veux dire, c'est des mots qui avaient disparu. C'est vrai. Et on est en train de se rendre compte que la globalisation économique qu'on voulait serait stabilisatrice de paix et un facteur de paix. Aujourd'hui, on se rend compte que, non. Finalement, malgré tout, ce n'est pas forcément un facteur de paix. Mais pour moi, tout ça, si je le prends de manière positive, c'est une chance. C'est une chance parce qu'on va revenir à l'humain. Et on revient aux valeurs humaines, aux valeurs humanistes. Alors en Europe, on a cet ADN-là de valeurs humanistes, mais c'est le moment de remettre l'humain au centre et d'avoir des vraies relations humaines. Et quand on est poussé dans les cordes comme on l'est ces temps, eh bien, ça nous force à revenir à ça. Et ça, c'est une bonne chose. Revenir à cette humanité, à dire, voilà, les gens qui prennent, les gens qui donnent, se partagent, on crée de la valeur. Et une fois que la valeur est créée, on peut la partager. Mais avant de la partager, il faut la créer. Donc, il faut entreprendre. Il faut être prospère, mais toujours avec ce facteur d'humanisme. Et le positif de tout ce bordel qui se passe maintenant, c'est qu'on se repose les bonnes questions d'humanisme. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à pour toi. Ton temps. C'était un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices.
Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao!